Et le programme, on déroule tout à l'heure tous ces sujets, mais bien avant, je vais dire bonsoir quand même à mes attaquants de soutien et invités ici présents en plateau. Je vais commencer par Mohamed Bangoura d'Étoile TV. Mohamed, bonsoir. Bonsoir Abdoulaye Diallo, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Ça va? Par la grâce de Dieu, ça va, et surtout c'est un plaisir de me retrouver à nouveau sur ce plateau mythique de la RTZ, de la Télémère en République de Guinée, en compagnie de cette panoplie de chroniqueurs, sans oublier notre invité de marque, parce qu'il va nous donner tous les détails concernant le développement de sa discipline. Vous ajoutez Marc. Oui. C'est important. Alors, Mamie, Fatoumata Mamie et Belamou, bonsoir. Bonsoir Boulay, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, il y avait un petit bail, hein, toi et moi, on s'est parlé. Justement, sinon on est quand même tout le temps sur ce plateau pour parler sport, hein, notre passion, voilà. Tout à fait. Et notre Kuntigi à nous, c'est notre sage du service des sports, pourquoi pas de la presse sportive en République de Guinée. Lui, c'est Sekouna Kamara. Bonsoir. Bonsoir Ablaï, bonsoir à toutes et à tous. Le très régulier. Ah oui, on n'a pas le choix, il faut servir la Guinée comme le fait le général, vous l'avez dit. Très honnêtement, je suis très enchanté de partager ce plateau avec lui, parce que nous sommes dans le monde du sport d'une manière générale. Je pense que c'est l'un des acteurs les plus investis dans son domaine, et partager un plateau avec une personne de ce genre qu'on ne voit pas souvent, c'est vrai, calme, mais qui bosse. Ouais. Très enchanté. Ça, c'est intéressant à souligner. L'inspecteur général, Prési, si vous voulez, Mamadou Bapa et Camara, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, mon cher frère, bonsoir à tous. D'abord, moi, je tire chapeau parce que je suis dans un plateau aujourd'hui magnifique. Chapeau à la direction de la RTG. J'avoue qu'honnêtement, souvent, je venais dans les émissions, mais ce plateau-là, je n'ai jamais eu la chance. Vous êtes bluffé. Là, c'est vrai, ça rassure. Je vois qu'il y a beaucoup d'évolution dans ce domaine. Et le plateau sportif de ce soir, elle est magnifique. Et chapeau à vous. Voilà, chapeau en tout cas à la direction générale de la RTG, pourquoi pas le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de l'innovation et l'ensemble des services, parlant bien sûr du service des sports, la division des programmes et tout ce beau monde qui se bouge pour améliorer le travail à la Télémère. Mon inspecteur général, on le sait, pour la première question, les deux équipes-là se préparent activement. Et tout récemment, vous étiez à Abuja, côté du Nigeria, pour le visa pour la Bulgarie. Ce n'est pas facile, on le disait tout à l'heure hors antenne. C'est assez... l'investissement est de trop, mais ce n'est pas trop pour un patriote comme vous, celui-là qui veut aider sa jeunesse tout simplement. Et nous apprendons que réellement, les nouvelles sont très bonnes de ce côté pour les documents de voyage. Comme vous le dites, tout ce qu'on fait pour la jeunesse, on n'a pas jeté. C'est l'amour de la discipline. Je vois ces sportifs qui se battent nuit et jour, l'encadrement technique. C'est un combat qu'ils font. De 24 heures sur 24, moi je le dis comme ça, parce que le gymnase du handball, en général, jusqu'à 2 heures du matin, les gens jouent dedans. Donc ces gens-là ne peuvent pas se qualifier sur le terrain. Et puis qu'il y ait une question de démarche administrative qu'ils ne puissent pas participer à une compétition. Et c'est là aussi, quand il y a le sérieux dans une fédération, que la fédération, votre fédération internationale, est de votre côté pour faciliter l'obtention des documents de voyage, y compris votre confédération. Donc, à date, moi, je peux dire qu'à 100%, sur le plan administratif, tout va bien. Les visas sont déjà accordés. Depuis hier, la directrice administrative de la Fédération guinéenne de handball s'est retournée à Abuja avec les passeports pour apposer les visas dedans, parce que pour un premier temps, il fallait partir faire l'enrôlement, parce que la Bulgarie, c'est de l'espace Schengen. Et l'ambassade de Bulgarie n'est pas en Guinée. Et qui parle de participation à une compétition internationale, les démarches administratives pour l'obtention du visa reviennent au pays. C'est pas à la fédération internationale ni au pays organisateur. Et vous envoie les lettres d'invitation. Mais la question d'obtention du visa vous revient. C'est vous qui devez mettre le sérieux pour convaincre le pays organisateur a donné le visa. Et chose aidant, aujourd'hui, je peux dire à 100% que les visas sont disponibles pour
les 41 personnes qui vont participer à cette compétition au niveau de la Bulgarie. Et voilà, les 38 d'ailleurs qui sont partis au Nigeria, pas moins de 7 870 $. Ce n'est que les frais seulement liés à ces visas. Et aussi, à chaque visa, c'est 90 € pour les 38, ce qui fait 3 420 €. Là, c'est colossal. Oui, mais c'est grâce à l'accompagnement de l'État guinéen. Je pense que vous vous êtes trompé, ce n'est pas 7 000, c'est 70 870 $. 70 000. Oui, ça c'est les frais de billet. Hein. C'est pas les frais de, ça c'est les frais de transport. Ça c'est pour le billet. Il n'y a pas de frais d'hôtel dedans. Et l'autre que vous avez évoqué aussi, c'est pour les frais de visa à l'ambassade. Mais tout ça là n'est possible que si vous êtes accompagné par votre État. C'est l'occasion pour nous de dire merci aux autorités guinéennes, commençant par le président de la République, le premier ministre chef du gouvernement, y compris le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui ne ménagent aucun effort pour que nous puissions atteindre les objectifs qu'on s'est assignés. Vous savez, les démarches administratives, comme ce que je vous ai dit auparavant, une fédération qui n'est pas crédible. Aujourd'hui, l'espace Schengen, les gens se communiquent. Il suffit seulement qu'il y ait un peu de points négatifs sur votre fédération pour ne pas que vous ayez le visa, même si vous partez dans n'importe quel pays. Parce que l'espace Schengen se communique. Moi, je me dis bien, et l'État guinéen, et la Fédération guinéenne de handball, et la Fédération guinéenne internationale de handball, chacun s'est donné les mains. C'est ce qui a amené aujourd'hui qu'on ait ces visas pour représenter toute l'Afrique. Pas seulement la Guinée. Voilà, c'est Kouna. Question. Président, participer à ce challenge dans des catégories pour la Guinée, ça représente quoi pour vous en tant que président? Vous savez, ne pas participer à cette compétition, moi, c'est ce qui allait me mettre mal à l'aise. Parce que depuis 5 ans, c'est sans partage. La Guinée participe au challenge continental et intercontinental. Cette compétition, nous n'avons pas de pression. Parce que nous partions déjà qualifiés pour la Coupe du Monde des 2 catégories. N'oubliez pas que la Guinée est championne de la zone 2 et championne d'Afrique du Challenge Trophy. Parce que le Challenge Trophy, au départ, c'est 51 nations. Chaque zone fait la compétition. Au niveau de chaque zone, pour que tu te retrouves au Challenge continental d'abord, il faut être champion de ta zone. Donc, dans la zone 2, la Guinée était championne. Donc, quand on s'est retrouvé au Challenge continental, avec toutes les 58 nations des qualifiées de cette zone, la Guinée a été encore championne. Donc, la Guinée est championne de zone D et championne d'Afrique. On va aller au Challenge intercontinental pour défendre toute l'Afrique. Déjà, quand au niveau mondial, intercontinental, quand vous êtes champion, vous représentez, vous donnez encore une place de plus à l'Afrique. Donc, aujourd'hui, nous, déjà, on va au challenge intercontinental, déjà avec un ticket de qualification pour nos 2 catégories à la Coupe du Monde. Donc, si nous gagnons le challenge intercontinental, on donne 2 places de plus à l'Afrique. Au lieu que l'Afrique se retrouve à 4 places, il va se retrouver à 5 places. Donc, nous partons déjà, avec un atout de plus. Nous sommes champions de la zone, champions d'Afrique. Nous avons notre ticket de qualification de la Coupe du Monde aussi en poche. Mais défendre nos frères africains pour qu'il y ait une autre place de plus pour que l'Afrique puisse être à 5 au niveau de chaque compétition. Voilà, Bangoura. Alors, Président, tout à l'heure, je vous ai suivi. Vous avez dit que vous participez à ce challenge avec 0 pression. Mais sauf que plus vous vous engagez, plus l'ambition change. Et moi, j'ai envie de savoir, est-ce que ces 2 catégories disposent-elles des matchs amicaux de haut niveau afin de défendre la représentation africaine? Mais on l'a testé déjà quand on est parti au Nigeria. Ça fait au moins 4 mois que les équipes se préparent régulièrement. On n'avait pas la chance d'aller compétir dans les autres pays pour faire un stage. Mais quand nous sommes partis au Nigeria pour le visa, nous avions profité d'organiser des matchs amicaux. Je pense que le résultat qui est sorti, le Nigeria a eu peur de jouer encore contre nous parce que ça crée des problèmes au sein de la Fédération nigérienne de handball. Je vous dis, si je vous dis qu'on part sans pression, c'est une façon de parler. Mais nous partons pour conquérir ce trophée mondial aussi. C'est pas aller être figurant. Parce que qui veut donner une place à l'Afrique, il faut être champion. Donc on a une pression de plus. Et puis, ça va être encore un moyen pour nous de préparer la Coupe du Monde. Nous allons préparer cette compétition. Non seulement on va préparer la Coupe du Monde, et aussi on va chercher à tout faire être champion pour donner 2 autres places à l'Afrique.
c'est tout un continent qui soutient aujourd'hui la Guinée. C'est pas seulement la Guinée, mais c'est tout un continent. Parce que dès que nous sommes champions, dans les deux catégories, les équipes en 5e position de la dernière CAN vont avoir leur place. Il y a une incidence positive. Positif pour toute l'Afrique. Et ça va augmenter aussi l'indice de progression du handball guinéen au niveau des jeunes. En cadette, nous sommes 3e sur le continent et en junior, nous sommes 2e. Donc moi, je me dis, si on est encore de plus champion intercontinental, l'indice peut aller plus vite, plus élevé encore. Oui, Mamie. Voilà, Monsieur le Président, vous avez rappelé tout à l'heure, il y a plusieurs compétitions qui se bousculent au sein de votre fédération. Il y a également cette compétition en vue, c'est le tournoi scolaire qui doit se tenir en Macédoine du Nord. Est-ce que la Guinée va participer également à cette autre compétition? Oui, Mamie, ça c'est une très bonne question. Si c'est l'équipe, nous on dispose. Et quand on a rencontré les dirigeants de la Fédération guinéenne des sports scolaires, ils nous ont posé certaines questions. Ils ont voulu une équipe. Aussitôt, on avait 3 équipes qu'on les a proposées. Ces équipes sont capables de faire autant plus que l'équipe qui va déjà en Bulgarie. Okay. Je vous dis, à chaque catégorie, au niveau de la Fédération guinéenne de handball, vous avez 3 ou 4 équipes. Vous allez voir que pendant ce mois d'avril, nous aurons beaucoup d'activités sportives. Un stage de senior dames en prélude à la CAN de Tunis 2026 au mois de novembre. Les seniors, cette fois-ci, on a fait l'inverse. Au lieu de faire le stage en Europe, elles vont se retrouver à Conakry faire le stage pour 5 jours. Donc, au niveau des sports scolaires universitaires, je pense bien la plateforme d'enregistrement au niveau de la Macédoine, un pays que la Fédération guinéenne de handball connaît très très bien parce qu'on a participé à 2 Coupes du Monde en Macédoine du Nord. Et le problème administratif pour l'obtention du visa avec la Fédération macédonienne, ça ne se posera pas de problème. Et au niveau de la Fédération guinéenne des sports scolaires, ils sont en train de se battre pour que la Guinée puisse honnêtement représenter cette compétition pour la Guinée pour cette première édition. J'avoue que si nous participons à cette compétition, que la Guinée aura une forte chance de décrocher le trophée. Oui, Mamie, je reviens toujours sur la question de Bangoura, Monsieur le Président. On est sur une télévision nationale là, et on sait que le gros problème, surtout au niveau de votre fédération, vous prenez part à beaucoup de compétitions, mais surtout la mise au vert qui pose problème. Vous avez du mal à ce que, comment dirais-je, la phase de préparation soit effective. Dites-nous, Monsieur le Président, est-ce que vous avez tous les moyens à votre disposition pour réussir surtout cette première phase? Parce que c'est très important, Monsieur le Président. Vous savez, Mamie, les compétitions jeunes et seniors, il y a une nette différence. En ce qui concerne les seniors, vous avez une planning tracée par votre fédération internationale. Comme vous l'avez dit tout de suite, la fenêtre FIFA au niveau du football. Nous aussi, il y a une fenêtre IHF au niveau des seniors. C'est ce qui nous amène à préparer l'équipe cette fois-ci parce qu'il y a un planning. Au sein de la Direction nationale des sports, il y a un plan-programme annuel que vous envoyez octobre-novembre au ministère des Sports qui est accepté. Et le plan-programme est accepté en fonction des compétitions qui sont en vue. En senior, déjà, c'est calé, les stages sont bouclés par le ministère des Sports, c'est accepté. En jeune, les compétitions sont dynamiques. Vous commencez par un tournoi de jaune. Le tournoi de jaune, ça se fait dans votre jaune. Mais ce tournoi de jaune est le qualificatif pour le tournoi continental. Et ça aussi, ce n'est pas dans le plan programme, mais ça bouscule les calendriers, ça augmente les charges. Donc, il est un peu difficile de cerner des compétitions. Nous sommes différents des autres disciplines où ils peuvent bénéficier de l'universalité. Tu es qualifié, tu n'es pas qualifié, on te repêche. Mais nous, d'invitation simple. Mais nous, il faut se qualifier sur le terrain. On se bat sur le terrain. 2 fois, il y a quelqu'un, il y a un responsable une fois qui m'a dit, mais vous voyagez beaucoup. Je l'ai regardé, j'ai dit certes, on voyage beaucoup. Mais j'ai dit, si tu ne veux pas qu'on voyage beaucoup, prochainement, au premier tour, on va se faire éliminer. Il a dit non, non, non. J'ai dit non. Mais c'est ce qui explique que nous voyageons beaucoup. Parce que quand vous êtes au niveau de la zone, les dépenses sont moins. Mais vous partez au championnat continental, où vous quittez votre zone, catégoriquement, vous partez vers l'Afrique du Sud ou l'Afrique de l'Est. Les charges se multiplient. Par exemple, une équipe de handball qui voyage avec 25 personnes,
quand vous calculez le billet de 25 personnes, c'est plus que même les frais de compétition. Ouais. Donc, moi, je vous dis que si vous dites que si on a la mise au vert pour les différentes compétitions, en jeune, c'est un peu compliqué. Mais on s'arrange de telle sorte que, parce que tout de suite là, vous allez demander des stages pour les jeunes à l'extérieur, vous allez avoir 1000 critiques. Les gens vont dire, j'aime voyager. Mais une équipe nationale qui veut, non, je vous dis, une équipe nationale qui veut aller très loin, ça passe forcément par là. Ça passe par des matchs amicaux avec d'autres nations de handball qui sont plus élevées que vous. Justement. On a eu du mal à intégrer les 4 nations de handball en Afrique. En jeune, avant, c'était l'Angola, l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie. Pour que la Guinée intègre ce quattro, il a fallu au moins 12 ans d'investissement. Et ces 4 dernières années, depuis 2022, c'est une croissance extraordinaire. Je tire chapeau à l'État guinéen. Parce que chaque fois qu'on les a dit, nous voulons ça, on est accompagné. Certes, les décaissements, ça prend un peu de temps, mais la Fédération guinéenne de handball a été toujours accompagnée à travers un plan programme. Moi, les ministres des Sports n'ont jamais fermé la porte. Chaque fois que on a besoin, des fois il y a des disputes, mais finalement nous tombons d'accord sur l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est cette fierté au niveau des jeunes, surtout au niveau des filles. Quand on prenait la tête de cette discipline, les filles étaient à quelque chose de 25% de pratiquants. Mais aujourd'hui, elles font 65% des résultats au niveau de la Fédération guinéenne de handball. C'est un bon considérable. Oui, c'est un apport. Moi, je me dis que si nous avions des points positifs aujourd'hui sur lesquels on peut s'enorgueillir, c'est l'évolution de la couche féminine au niveau de notre discipline. Oui, c'est Kouna. Alors, Monsieur le Président, c'est vrai, en termes de participation, d'animation, franchement, il est difficile de reprocher quelque chose à votre fédération. Pour autant, quand on regarde la politique globale de la Fédération guinéenne de handball, au niveau de la vulgarisation, surtout à l'intérieur du pays, je pense que c'est l'une des béquilles, entre guillemets, de votre politique. Est-ce que cela, parce que vous n'avez pas suffisamment de moyens de mettre cette politique en place, ou bien ça dépend de quoi? Ben, c'est une très bonne question. Mais une fois encore, une fédération n'a pas pour vocation de construire les infrastructures sportives. La fédération, c'est des techniciens. Et je ne pense pas aujourd'hui sur le plan continental, si une fédération en Guinée ici a plus de techniciens connus sur le continent au niveau de leur confédération que la Fédération guinéenne de handball. Ça fait 6 ans, nous investissons sur nos cadres techniques. Aujourd'hui, il n'y a pas une commission au niveau de la Confédération africaine de handball où vous n'avez pas un encadreur guinéen qui fait partie, qui a un poste. Nous avions des entraîneurs qui ont les licences IHF A, IHF, licence B, IHF, licence C, IHF, licence D, IHF. C'est une fierté pour nous. Toutes les 2 catégories qui se sont qualifiées à la Coupe du Monde, c'est un pur produit de la Fédération guinéenne de handball. Une handballeuse reconvertie, Clémentine Mara. Aujourd'hui, elle est licence B. C'est une fierté, toute l'Afrique la prend en exemple. À travers ce qu'elle fait, on a des techniciens. Il suffit seulement qu'on a des infrastructures à l'intérieur du pays. La vulgarisation suit. Faire la vulgarisation. Aussi, ce que les gens ne comprennent pas. Le peu de préfectures ou peu de régions où le handball est pratiqué, retrouvés dans nos sélections nationales, il y a au moins 40 ou 45% de ces clubs qui jouent, de ces joueuses ou joueurs qui jouent dans les différentes sélections. C'est pour vous dire que il faut nous aider à faire l'implantation des infrastructures, même ça, à l'air libre, à l'intérieur du pays, pour nous permettre de vulgariser et envoyer les techniciens. Et cela m'amène aussi, si vous voyez que cette fois-ci, on est en train de ramener l'équipe nationale senior dame qui va à la CAN faire son stage à Conakry, c'est parce qu'on a une infrastructure à Conakry. Quand vous organisez un stage dans un pays à l'extérieur, je vous dis, c'est des millions et des millions. Quand on convertit en francs guinéens, c'est des milliards et des milliards. À supposer qu'on organisait le stage dans un autre pays, pour les seniors, combien on allait décaisser? Mais aujourd'hui, quand on fait notre stage à Conakry ici, c'est les hôtels guinéens qui vont gagner les frais d'hébergement.
Les sportifs qui viennent, leurs primes qu'ils gagnent, ils vont acheter des trucs en Guinée ici. C'est l'artisanat guinéen qui va gagner. Le transport, le bus qu'on loge, c'est le transport guinéen qui va encaisser. Donc moi, je me dis, c'est les agences du voyage guinéen qui vont encaisser l'argent au lieu de donner à d'autres personnes. Plus on a des infrastructures, plus on peut organiser des stages à Conakry. On parle aujourd'hui de la fenêtre FIFA du football, dont je n'aime pas en parler. Si on avait... Après, on joue au Maroc. Non, si on joue au Maroc. Mais si on avait... On a des infrastructures ici. Si on finissait ça au plus vite, est-ce qu'on allait décaisser des millions pour se retrouver au Maroc? Non. Le sportif a besoin de son public. Tout à fait. Quand vous avez votre public derrière, à des moments, la résonance des bruits des balcons, vous le faites ressentir sur le terrain et ça vous donne une force. Ça vous motive davantage. On a été en Espagne lors d'une compétition. J'étais avec mon deuxième vice-président Bokaba. Nous étions 3 dans les tribunes. On criait. Les gens qui étaient réservistes n'ont pas compris. Il y a une maman, MC de Cancan, qui est la présidente de la Ligue de Cancan. Chaque fois qu'on criait, elle nous dit que vous perturbez les enfants. À un moment donné, elle s'est levée, elle a dit, Président Paye, Président bon, aidez-nous à crier. Je vous dis, de fait qu'on criait, la Guinée, on a pris le trophée Festa Major en Espagne. Elle nous a dit qu'elle a compris que de quoi vous avez besoin de votre public. Donc, aidez-nous à faire les infrastructures. Je reviens à ta question. À l'intérieur du pays pour qu'on vulgarise encore le handball. Le handball est une discipline scolaire. Une handballeuse ou un handballeur qui n'est pas bien en classe, il n'est pas bien sur le terrain. Je suis d'accord. Tout à fait. Alors, on n'est pas loin de... Oui, justement, j'ai peut-être 2 questions en une. Et tout à l'heure, j'ai entendu le président dire qu'aussi il s'agit de la participation de cette équipe scolaire, que la fédération dispose d'une équipe. Mais sauf que des équipes, vous en avez 3. Vous avez présenté 3. Alors, si vous prenez un peu le cadre scolaire, et ça sert de pont entre 2 départements. Il y a non seulement le ministère de la Jeunesse et des Sports, mais aussi celui de l'Éducation. Aujourd'hui, est-ce que, Monsieur le Président, vous ne sentez pas un doute planer sur votre tête par rapport à cette participation? Parce que quand vous faites un petit pas en arrière, le fait même d'aller à Abuja pour les visas, ça vous a coûté près de... Les visas et les billets, ça vous a coûté près de 74 290 $. Ben, moi, je me dis bien que jusqu'à date, la Fédération guinéenne des sports scolaires et universitaires, ils ne sont pas venus nous dire d'abord qu'il y a un problème. L'enregistrement des athlètes, elle est déjà effective. Si j'avais des difficultés, j'allais revenir vers moi. J'allais appeler la Fédération macédonienne, impliquer la Confédération africaine de handball et impliquer aussi la Confédération africaine des sports scolaires. Parce qu'il y a une lettre d'invitation que tous ces gens-là envoient. Moi, je me dis, si c'est pour avoir un visa pour aller en Macédoine, ça ne peut pas nous empêcher d'aller à cette compétition. Les gens vont nous envoyer des visas volants. Mais une fois encore, le porteur de projet, c'est la Fédération guinéenne des sports scolaires et universitaires. C'est à eux de faire les préliminaires. Les premiers pas, il faut que le ministère de l'Éducation écrit au ministère des Sports, les deux se donnent les mains et la fédération est impliquée pour la facilitation du déplacement. Parce que j'avoue honnêtement que il faut qu'on donne aussi la force au sport scolaire. Parce que nous, les handballeurs, quand vous nous retirez le milieu scolaire, ça veut dire que nous allons fonctionner seulement à 30%. Parce que je vous dis encore, qu'est-ce qui a fait la force de notre discipline au niveau de la Fédération guinéenne de handball? C'est parce qu'on a créé les bourses scolaires. Les bourses scolaires, c'est quoi? Tu es bien à l'école, tes frais de scolarité sont payés par la Fédération guinéenne de handball. Une sorte d'émulation. Une sorte d'émulation. Donc ça a amené. Les sportifs savent que tu peux me demander de l'argent, je refuse. Mais quand tu me dis j'ai besoin de quelque chose pour aller à l'école, tant que je ne te fais pas, je ne dors pas. Autant pour nous, le bureau exécutif de la Fédération guinéenne de handball, nous sommes répartis, les sportifs. Moi, j'ai géré une vingtaine, trentaine. Mon vice-président, la même chose. Tous les vice-présidents ont la charge d'un groupe de jeunes pour les accompagner à l'école. Même assister même les parents pour faciliter. Parce que si c'est-à-dire on reste sur le terrain 2 jours sans voir une joueuse ou bien un joueur,
aussitôt la direction technique attire l'attention, non, telle personne ne vient pas. Ses amis de l'école nous informent. Donc, plus on donne la force au sport scolaire, plus on a la chance d'évoluer dans nos différentes disciplines. Alors, Monsieur le Président, je vais embrayer, Mamie, si tu me permets, rapidement, avant qu'on ne finisse avec le volet handball. Et là, les résultats suivent automatiquement, puisque c'est des jeunes qui viennent affûtés déjà sur le plan mental, parlant de leur éducation à l'école. Et la matérialisation suit sur le terrain. Et maintenant, plusieurs handballeuses seraient convoitées par des clubs européens. Une véritable aussi aubaine pour la construction de leur carrière. C'est une satisfaction pour le président. Oui. Et l'ensemble de son bureau exécutif. Donc moi, je me dis, c'est une satisfaction pour le monde du handball. Ouais. C'est pas seulement pour moi. Si vous avez dans les deux équipes au moins 16 joueuses qui sont sur le viseur des clubs européens, moi je me dis bien que si ces handballeuses parviennent à remplir leurs conditions, parce qu'il y a le challenge intercontinental, les gens viendront les superviser. Et de là, elles vont aller faire des essais dans les clubs. Hein. Je vous dis honnêtement, ne soyez pas surpris qu'après la compétition, que les joueuses ne soient pas à Conakry aussitôt parce qu'elles ont des essais à faire. Parce que déjà en Grèce, vous avez 4 personnes qui doivent... Ils avaient déjà même leur qualification au niveau de la fédération internationale. Ils ont les transferts IHF. Elles vont aller faire leurs essais, les tests médicaux, voir que si ça passe, pour qu'elles puissent régulariser leur situation sur le plan administratif. En France, vous avez au moins plus de 8 joueuses qui viendront aussi. Et surtout, c'est des juniors. Elles vont franchir la cape junior pour aller en senior. Donc, elles ont 21 ans, 22 ans. 21 ans, 22 ans. Donc, elles feront leur essai avec le cursus scolaire parce que les clubs ont demandé tout ça là. Vous savez que avec les filles, leur carrière, ça va vite. Oui, surtout. Donc, c'est le bon moment de leur donner l'opportunité de pratiquer le handball qu'elles aiment. Je vous donne 2 exemples. Pendant la Coupe du Monde de l'année passée, quand nous sommes partis en Croatie, à la sortie de la Coupe du Monde, nous avions eu 4 joueurs seniors guinéens qui ont bénéficié des clubs. Aujourd'hui, ils sont tous en train de jouer en France. Donc, quand vous partez en compétition, non seulement vous donnez la fierté à votre pays, et vous aidez ces sportifs à se positionner pour leur futur. Parce qu'elles ne vont pas jouer le handball jusqu'à la fin de leur vie. Elles ont leur milieu scolaire, elles ont les familles qui sont là. Aujourd'hui, quand vous partez en Kosovo, les Kosovars oublient tout le nom, sauf les Guinéens. Parce que vous avez au moins 8 ou 9 joueuses guinéennes qui jouent dans le championnat au Kosovo. Donc, ces joueuses-là, aujourd'hui, s'occupent de leur famille. Une joueuse qui ne gagnait pas ici 1 million de francs guinéens, qui se retrouve dans un pays où elle gagne 1500 € à la fin du mois comme salaire. Je me dis qu'il a aidé une personne qui est en train d'aider beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, ces joueuses qui sont là, elles sont conscientes. Elles sont en train de se préparer. C'est comme tu l'as dit, cette compétition, c'est un challenge pour ces filles-là aussi. Parce que si la forme est là avec les encadreurs, tu as déjà ton visa Schengen en main, ça facilite tout. Ça tranquillise le moral, Mamie, c'est ça hein? C'était ça ma question, parce que j'avais cette information-là aussi. Hein. Alors, Amler, rapidement, moi je vais juste demander au président quel est le message qu'il adresse au peuple de Guinée avant le début de ces compétitions en vue. Ben, les prières, comme d'habitude. Moi, c'est pas la participation qui m'inquiète, mais c'est le résultat, parce que nous sommes attendus au tournant. J'aime souvent dire qu'être au sommet n'est pas difficile, mais c'est maintenir, c'est ce qui est compliqué. La confirmation. Moi, quand je participe à une compétition, la participation, je sais que je vais participer, mais les résultats que je vais amener, qu'est-ce que je vais dire aux autorités? Qu'est-ce que je vais dire au ministre des Sports, au Premier ministre, au Président de la République, lesquels font confiance à notre fédération. C'est eux qui mettent les moyens. C'est eux qui mettent les moyens. Donc, honnêtement, on est fiers des autorités, de l'accompagnement qu'ils sont en train de faire. Parce que prendre 41 personnes, ou bien prendre 50, une délégation de handball, je vais faire rire. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi vous ne voyagez pas avec 12 handballeurs? Je l'ai dit, si c'est voyager avec 12 handballeurs, je vais signer forfait. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, non. Le handball, ça se joue à 7. Il faut aller 2 équipes. Les 2 équipes du handball, ça fait 14 jours. Et vous devez retrouver à 16 sur le banc. Parce que chaque handballeur peut prendre un carton rouge les minutes qui suivent. Et si tu as 2 fois
2 cartons jaunes, troisièmement, tu as un carton rouge. J'ai dit, finalement, tu veux que je me retrouve avec 3 à 4 joueurs, qu'est-ce que tu vas me donner comme résultat? Il dit, non, président Paye, on ne peut pas te prendre. J'ai dit, non, quand tu demandes le résultat, il faut mettre les moyens. Et l'État guinéen, honnêtement, chapeau, parce qu'on nous donne les moyens, on nous fait confiance, on accepte notre plan programme. Je veux que ça soit la même chose pour les autres fédérations. Le jour où on ne se sentira pas prêt pour une compétition, nous-mêmes, on va décliner cette compétition. Mais c'est aussi difficile parce que nous, les résultats, on l'obtient sur le terrain. On ne nous repêche pas. C'est pas, comment dire, c'est l'universalité où on te dit, tu es invité, viens. Ça, c'est au niveau de JO. Voilà, mais dans beaucoup de choses, ça se fait. Hein. On dit non, pour compléter le nombre, tu peux venir. Mais nous, pour aller au challenge continental, il faut être sur 8 pays de la zone, il faut être champion. Pour aller au challenge intercontinental, vous avez 51 nations, il faut être champion. Donc dire bravo à nos filles. Félicitations. Bravo à nos filles et surtout à l'encadrement technique. Votre secret? Et notre secret, c'est la cohésion. Le handball, c'est pas une équipe, mais c'est une famille. Et surtout, grand chapeau à ces techniciens à la tête, le DTN, Bakary Kaba, qui est notre cerveau, qui est notre tête pensante, qui fait tout pour que le handball guinéen puisse aller devant. Et la directrice administrative, qui est une femme, Aminata Kumbasa. Moi, je l'appelle même Madame Avion parce que elle a le temps, elle voyage, elle fait tout pour que sur le plan administratif que la Fédération guinéenne de handball ne se retrouve pas en arrière. Chapeau aux dames, parce que c'est une dame qui fait ce travail remarquable au sein de notre fédération. Nous sommes au mois de mars. Donc, moi, je me dis bien aujourd'hui, le handball, c'est pas une équipe, c'est une famille. Et une fois encore, je remercie tout le monde. Quand je me mets à citer les noms, j'ai fait des frustrés, mais chacun joue sa partition, et surtout la presse. Il y a la maman handball dans cette maison, qui est notre Bintia Kondé, qui fait un excellent travail. Notre chargé de communication, Gibi Firawatouré, qui fait aussi beaucoup de travail. Et toute la presse sportive guinéenne, qui sont les amis du handball, vous faites tout pour que notre discipline soit connu sur le plan positif et vous ne cessez pas de nous dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. C'est ce que moi j'apprécie. Moi, je ne veux pas qu'on me dise tout le temps que c'est bien. Parce qu'à force de me dire c'est bien, je vais oublier l'essentiel. Mais que chaque fois que c'est pas bon... Tu risques de ne pas te remettre en cause. Voilà, donc dites-nous le jour que c'est pas bon, dites-nous que c'est pas bon. Parce que si le handball guinéen, c'est la Guinée qui a gagné, c'est tout le monde qui a gagné. Merci. Président, on espère que tout aura été dit. En tout cas, nous sommes à votre disposition. On ne cessera jamais de parler. Et chaque jour, les résultats sont dynamiques. Peut-être ce que tu m'as dit aujourd'hui que je t'ai dit que c'est bien, les minutes qui suivent, les données peuvent changer. Donc tout est dynamique dans la vie et les choses peuvent changer. Et on souhaite que ça change de façon positive pour le handball guinéen et l'ensemble du sport guinéen, tout simplement. Et avant qu'on se quitte, Monsieur le Président, on rappelle aussi que pour ce qui est des juniors en Chine, il y a la Coupe du Monde qui est prévue cette année même. D'ailleurs, la Guinée est dans le groupe en compagnie du Danemark, de la Chine, et du vainqueur de l'IHF. Tout cela, c'est des opportunités grandement ouvertes pour les handballeuses guinéennes. Oui, la Chine, après il y aura la Roumanie. Il y a la Roumanie, oui. Au mois de juin. Au mois de juin. Et puis il y a aussi la Coupe d'Afrique aussi au niveau de la Côte d'Ivoire, y compris la Coupe d'Afrique au niveau de la Tunisie. Donc... pratiquement, c'est toute l'année. C'est toute l'année. Le handball est en activité toute l'année. Au moins, on a 12 sorties sur l'international chaque année dans les grandes compétitions. Nous allons continuer à nous battre. Ce n'est pas une chose aisée. Ça amène beaucoup de décaissement. Et le résultat viendra, Inch'Allah. C'est un travail d'équipe. Le travail va continuer. La RTG est là. Vous êtes les témoins de l'histoire. Vous allez être en Bulgarie, vous avez été déjà au Nigeria, en Bulgarie, en Roumanie, en Chine. La RTZ, c'est la maison mère. Vous faites beaucoup pour que notre discipline soit vue par les plus grandes, par la haute autorité. Et chapeau pour vous. Honnêtement, on va travailler dur. Voilà, c'est le dernier mot, en tout cas parlant de cet entretien avec le président, l'inspecteur général de police, Mamadou Bapaye Camara.
on va travailler dur. Le travail, rien que le travail pour les résultats positifs escomptés. Bonne chance donc pour ces deux sélections, cadettes et juniors, qui s'apprêtent pour les HF intercontinentales. C'est une représentativité pour toute l'Afrique pour chercher des points, le trophée et puis des places. Alors, on va changer de sujet juste après ce jingle. Voilà, mesdames et messieurs, on se retrouve encore une fois ici en plateau, ce plateau de sport dimanche. Nous sommes dimanche, voilà, pour la quintessence de l'actualité sportive sur le plan national. Après donc le handball, c'est un sport de main, place désormais au foot qui parle du pied. Le ballon rond, le cuir rond si vous voulez, et cette fois-ci avec les fenêtres FIFA qui concernent plusieurs nations de la Fédération internationale de football, association FIFA. Et du cas de la Guinée, c'est un match amical déjà disputé contre les éperviers du Togo. C'était le vendredi dernier à Rabat, au stade Prince Moulay Hassan de Rabat, avec un match nul ouvert de 2 buts partout entre la Guinée et le Togo. Et donc, on va suivre ce condensé que nous a proposé notre envoyé spécial Djibril Kamara. Ils sont deux d'ailleurs, Djibril Kamara et Mangamouri Kamara depuis Rabat. Jusque-là, invincible, après 7 matchs, 3 victoires et 4 nuls, le sélectionneur du Syrie national de Guinée, Paulo Duarte, a une nouvelle fois montré qu'il est en perpétuelle reconstruction de son équipe. Le vendredi, le Syrie national de Guinée s'est mesuré aux éperviers du Togo en match amical de la journée FIFA. Après une première période difficile, le Syrie de Guinée est revenu au score dans les ultimes minutes de jeu, 2 buts partout. Dans l'ensemble, pour moi, c'est un bon résultat. Et voilà, moi, je pense que la première mi-temps, on n'a pas bien commencé. C'était carrément un day off. Mais voilà, en deuxième mi-temps, on a su accélérer le jeu et le mettre en difficulté. Je pense que l'arbitre, à un moment, il a été un peu sévère aussi au niveau du penalty. Mais voilà, c'est des trucs qu'on prend en compte et on va essayer de voir rectifier ce qui n'a pas été fait. La première mi-temps, on n'avait pas fait une bonne entame de jeu, mais à la deuxième mi-temps, le coach a pu mettre les points sur les i en nous donnant des consignes. Et la deuxième mi-temps, on a pu mettre ça en jeu et ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Et nous sommes sortis 2-2 et je pense bien que c'est une bonne chose pour l'équipe, point de vue mentalement, et je pense bien que ça pourra nous aider à l'avenir. Ce match a permis aux deux entraîneurs de jauger le niveau de leur équipe. Si pour Paulo Duarte, il y a eu des déceptions. 2 matchs complètement différents, première partie, deuxième partie. J'assume la responsabilité. Et première mi-temps, c'est pratiquement inexistant. On a donné le contrôle du jeu au adversaire, au Togo, qui est une belle équipe, une équipe que j'ai formée à 2-3 ans avant. Mais essentiellement pour s'enlever le mérite au Togo, qui a très bien joué. Je pense que nous, on a facilité la tâche au adversaire. Je peux changer première mi-temps, c'est vrai. Je peux faire avancer Konaté pour équilibrer les choses au milieu de terrain. Mais je préfère garder et corriger au deuxième mi-temps. On a changé de système, on a fait rentrer 5 joueurs. Et ça m'a fait le plaisir. Et je pense qu'au public, on a regardé une Guinée complètement différente, qui a contrôlé complètement le Togo. Mais je pense que le Togo a montré qu'il y a un avenir très joli. Un coach qui vient d'arriver, un Togo que je connais très bien, mais surtout un premier mi-temps complètement contrôlé pour le Togo et un deuxième mi-temps complètement contrôlé pour la Guinée. Je reprends l'équipe, d'accord ? J'intègre des nouveaux joueurs, des jeunes joueurs, d'accord ? Certains joueurs ont peu de temps de jouer, peu de temps de jeu. Malgré ça, on mène la Guinée 2-0, qui est 82e mondial. Nous, on est 124e mondial. Donc pour moi, le résultat, c'est une bonne performance. Et on termine sur un score final qui, pour moi, est un bon résultat vu l'adversaire.
le Style national de Guinée, après ce match, va jouer ce 31 contre l'équipe du Bénin. Voilà, le Bénin aussi qui est en tout cas devant le Style national de Guinée, et ce match sera joué à Casablanca. Des retrouvailles, Mohamed Bangoura, Sekouna. Côté guinéen, c'est Paulo Duarte qui a été entraîneur du Togo, et puis vice-versa. Patrice Neveu qui a coaché l'équipe nationale de Guinée, c'était des retrouvailles, sauf que en première période, une équipe du Sili complètement méconnaissable, et d'ailleurs qui en 85 minutes était menée 2-0. Et là, à l'arrivée, c'est 7 matchs pour Paulo Duarte, 4 matchs nuls, 3 victoires. Jusque-là d'abord, ces résultats plaident dans sa faveur, on peut le dire comme ça, même si après il faut interroger le contenu. Oui, il faut toujours interroger le contenu, surtout dans des matchs de ce genre, parce que c'est des matchs qui n'ont pas danger. Mais le contenu doit être là, parce qu'il ne faut pas aussi les perdre. Parce que souvent, autant vous gagnez vos matchs, autant ça restaure la confiance. Vous savez, en football, qu'est-ce qu'on retient dans le football? C'est seule la victoire, hein? C'est la victoire qu'on retient. Et tous les autres les aspects là, c'est des aspects, oui, bon, ne sont finalement pas importants. Maintenant, moi je suis d'accord avec lui qu'il joue avec 2 défenseurs, qu'il joue avec 3 défenseurs, 5 défenseurs. En pareil cas, ça lui permet toujours d'avoir plusieurs arcs, si on peut le dire ainsi, parce qu'il y a des compétitions en vue. C'est le moment pour lui aussi de vérifier ou bien de mettre en place certaines situations d'animation offensivement, défensivement. Son module de 3-5-2, il a voulu juste peut-être tenter quelque chose parce qu'il ne nous avait pas habitués à ça. Et dès lors qu'il a compris par moment que ça ne pouvait pas aller, il était obligé et donc de revenir, on va dire, dans le système classique, au classique, comme on l'a vu. Et d'ailleurs, les 5 dernières minutes, si vous avez vu les 2 buts que la Guinée a eu à marquer, ça déborde bien, le centre est bien ajusté, et celui qui est là pour la concrétisation, il le fait bien. Et donc sur ces deux centres déjà, c'est des centres qui étaient, comme je le disais, bien ajustés. Il est maintenant. Et j'étais inquiet par rapport à la façon dont on défend quand on subit une attaque placée. Les 2 pénaltys sont arrivés comme tout ça. Après, on se regarde, on ne sait pas qui doit faire quoi. Après, celui qui doit intervenir, il n'a pas d'information. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, et l'attaque, c'est le penalty. Heureusement qu'on a joué contre le Togo. Le Togo, qui se cherche aussi. Qui se cherche, hein? C'est des équipes qui sont... 2 équipes déjà absentes de la dernière CAN. Bien sûr. Et d'ailleurs, pour le Togo, que ce soit la qualif pour la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique des Nations, le Togo, pour la qualification en Coupe du Monde, le Togo qui était avec le Sénégal, la RD, le Togo n'a engrangé que 8 points. Et de l'autre côté, à la CAN, pour la qualification, c'était seulement 5 points. Là où il y a l'Afrique du Sud, la Guinée équatoriale et le Libéria. Donc, ça veut dire que bon, c'est un match amical. On va pas être tellement dur avec l'entraîneur, parce qu'on le dit. La Guinée, elle aussi, elle est en train de se chercher, mais attention. Perpétuelle recherche. Oui, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est le politique qui le dit. Non, mais justement, perpétuelle recherche. Mais oui, non, justement, ça c'est permanence. Mais justement, ça c'est et si on veut aller loin, si on est un peu exigeant, et cela quand même nous amène à nous interroger aujourd'hui sur le projet de notre équipe nationale. Et tout ce qu'on est en train de faire sur le modèle qu'on peut faire aujourd'hui pour que notre équipe nationale, franchement, pour ne pas qu'on se retrouve à chaque fois dans ce perpétuel recommencement, parce que si une équipe veut avoir de très bons résultats, la première des choses, c'est la stabilité. Et avoir la certitude. La stabilité, la certitude. Mais vous l'avez remarqué, aujourd'hui, il y a certains joueurs aujourd'hui qui ont commencé le projet avec le Sili. Si ces joueurs-là étaient là, ou bien si ces joueurs-là, parce qu'on ne peut pas aussi les forcer, hein, on ne peut pas aussi les forcer. S'ils avaient accepté... Pour t'aider, certains même ont demandé le jeune Traoré, hein, Sekouma Abdou Karim, pardon, mais qui n'a pas assez de temps de jeu avec son club. Voilà, donc en réalité, nous allons continuer avec ce qu'on est en train de voir. Pourquoi? Parce que
nos joueurs, d'abord, ne sont pas constants dans les clubs. Ça veut dire que le vivier est faible. Non, mais il est très faible. Vivier il est très faible. Est-ce qu'il y en a même? Non, il y en a. On peut parler de vivier. Quand la représentativité est minime, non, on peut en parler parce qu'il y a quand même s'inquiéter. Oui, parce qu'il y a assez de choses. Il y a assez de choses. Parce que c'est ce que je disais. Il y a des joueurs qui ont appartenu à ce projet du Sili. Je pense naturellement à Bayo, les Bayo et consorts. Si aujourd'hui, si tout le monde conjuguait les mêmes verbes, on ne serait pas là. On ne serait pas là. Il est brillant dans son club. On ne serait pas là. Il a changé de pays, même de championnat. Il est en Turquie. On ne serait pas là. Il est en train de progresser de ce côté. Mais la faute, ce n'est pas qu'au coach ou bien à la Fédé. Parce que parfois, les joueurs, ils décident de venir. S'ils ne veulent pas venir, vous ne pouvez pas. La Guinée ne peut pas dire non, je ne peux pas compétir parce que Bayo ne veut pas venir, parce que tel ne veut pas venir, parce que l'autre aussi ne veut pas venir. Voilà, c'est des interrogations qui continuent à alimenter, en tout cas, le milieu footballistique en République de Guinée. Mami, on l'a dit, le meilleur ami d'un entraîneur, sont ces résultats-là. Et pour le moment, on peut dire que Paulo Duarte gagne, oui, 3 matchs, mais ne perd pas aussi, puisque c'est 4 nuls à l'arrivée en 7 rencontres avec le Sili. Et tant mieux, même si après ce match-là, il y avait des cas d'absence. Moriba Kourouma, par exemple, de Celta Vigo. Il y a Fadiga Diaby, qui, pour sa première convocation, beaucoup de forfaits de dernière minute. Oui, justement. Moi, je me dis que dans ce match-là, franchement, on ne pouvait pas espérer mieux. Vous avez rappelé tout à l'heure avec ces forfaits. Et surtout qu'on n'a pas de joueurs qui peuvent... en tout cas, jouer pour le moment le haut niveau. On est pauvre, franchement, en joueurs de qualité. Et le peu qu'on a, ce sont des joueurs de seconde zone qui ne jouent pratiquement pas dans leur club, ainsi de suite, ou qui jouent dans des clubs. Qui ont des bouts de match. Effectivement. Donc, moi, franchement, je me disais qu'on ne pouvait vraiment pas espérer mieux ce match nul. Et moi, je retiens 2 choses dans ce match-là. C'est le mental surtout des joueurs. Parce que là, vous avez vu, on a encaissé jusqu'à la 84e minute. On est revenu au score. On s'est quitté avec ce score de parité. Et ça explique tout simplement qu'on a quand même des joueurs mentalement forts, comme Serhou Guirassy, chose le rappelait tout à l'heure, Bangoura. Et puis, le coaching un tout petit peu gagnant de l'entraîneur, parce que là, c'est vrai qu'il a mis un premier système en place, qu'il a vu que ça n'a pas marché, il a remanié, et puis vous avez vu, ça a donné des résultats. Et ce genre de match sert à cela. C'est un match amical. Et les matchs amicaux, généralement, c'est pour permettre à l'entraîneur de jauger le niveau technique de son effectif et de connaître effectivement son effectif et ses joueurs. Et je crois que Paulo Duarte a réussi cela, et surtout qu'il avait des joueurs qui étaient en leur première expérience en sélection. Donc, ce n'était pas vraiment évident dans ce match-là. Moi, je me disais, tout ce qu'on pouvait réussir dans ce match-là, peut-être que c'était un match nul. Et franchement, moi, je ne suis pas dessus. Et ce qu'on regrette, je ne sais pas, comment la tournée de Duarte et puis ça a servi à quoi? Des missionnaires qui sont allés pour en tout cas dénicher des talents pour pouvoir renforcer l'effectif là. Franchement, parce que là, moi, je me disais que ce match-là pouvait nous permettre en tout cas de découvrir en tout cas ce qui a été déniché. Mais malheureusement, absolument rien. Et puis, il n'y a aucune information, aucune communication autour. Voilà. Donc, franchement, moi, c'est regrettable. Et puis, c'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Paulo Duarte, moi, franchement, je ne l'accuse pas. Il ne peut faire que ce qu'il est en train de faire maintenant. Vous accusez qui alors? L'administration est là. La Fédé. La Fédé, c'est la fêtière. Qui ont vendu en tout cas de rêve au public sportif. C'est la fêtière, oui, Bango. Alors, et moi, je vais tout à l'heure me démarquer de mes 2 prédécesseurs par rapport à l'analyse de cette rencontre. Vous le savez, quand vous prenez le Sili national, moi, je note quand même un certain progrès, mais sauf que le Sili n'est pas totalement prêt pour nous rassurer pour les grandes échéances. Parce que quand vous prenez ces matchs amicaux, c'est des matchs de test. Et surtout, ça compte beaucoup au niveau du classement FIFA. Oui. Parce que ça nous permet vraiment d'améliorer le ranking mondial. Vous jouez contre une nation qui est 124e, qui est 34e en Afrique. Ou bien vous allez jouer contre une nation qui est 92e et 20e en Afrique. Parce que le prochain adversaire de la Guinée, c'est le Bénin.
On est d'accord. Alors, l'objectif recherché, c'est non seulement de bâtir une équipe, parce que moi, je me rappelle le jour où Paulo Duarte signait son contrat, même si c'était de façon formelle, l'objectif qu'il lui a assigné, c'est la qualif pour la CAN 2027. Au soir de 2027, qu'on soit vraiment qualifié pour cette CAN qui sera organisée par les 3 pays. Alors, mais ça passe par quoi? Ça passe par une équipe non seulement compétitive, capable de titiller les autres formations africaines, mais une équipe aussi compétente. Mais quand vous prenez un peu le projet qui est bâti autour de Paulo Duarte, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a une soi-disant délégation qui a séjourné. On ne sait pas si c'était... Soi-disant. Oui, mais si vous envoyez quelqu'un en mission, vous êtes un spécialiste aguerri. La logique voudrait, après votre retour, qu'il y ait une communication, qu'on cherche réellement... Qu'il y ait un compte rendu. Qu'il y ait un compte rendu. Ouais. Surtout que ça concerne la nation. Ça le CILI, c'est un patrimoine commun. Et n'oubliez pas, c'est des gens, quand ils sont partis pour cette tournée, ils étaient pris en charge. Et ça, c'est l'argent du contribuable guinéen. Mais quel est le projet aujourd'hui au niveau de la Fédération guinéenne de football? Je prends l'exemple sur le Sénégal. Au moment où le gamin Mamadou et Djankon, si je ne me trompe, était cotisé par l'équipe espoir française, il a fini par décliner l'invitation de la Fédération française, rejoindre la Fédération sénégalaise de football. Donc c'est pour vous dire que oui, il y a un projet. C'est que le projet qui est là est attirant, est attractif. Oui. Tout à fait le contraire chez nous. Nous, on est obligés d'aller supplier les autres, les binationaux-là, pour venir. Or, au Sénégal, ce sont ces binationaux-là qui viennent. Ou qui viennent parce qu'ils sont attirés. Et c'est une fierté pour eux de représenter leur nation. Et tout le monde était content quand on a vu la publication. Parce que moi, j'ai toujours dit que Paulo Duarte aussi commence à s'agripper aux réalités de la maison de Teminetaï. Parce que depuis qu'il est arrivé, il osait affronter... le siège de la Fédération guinéenne de football. Il osait affronter la presse pour expliquer ses différents choix. Et nous ne sommes pas des ennemis. Peut-être on l'aide ici dans ses choix. Parce que moi, je me rappelle, lors d'une conférence de presse, de publication de la liste, il y a même des journalistes qui lui ont fait la proposition par rapport à certains joueurs qui évoluaient dans des pays où la fédération n'était pas du tout informée. Il a noté et lui-même, il s'est permis de dire qu'il a demandé à la Fédé de rendre officiel les joueurs, les contacts pour qu'on soit mieux édifié. Sauf qu'à la dernière minute, on nous balance une liste à travers les canaux habituels de la Fédé. Il n'y a pas eu de communication parce que c'est une liste où il y a eu beaucoup de télé, il y a eu beaucoup de controverses autour de cette liste. La preuve en est que c'est une équipe qui était vraiment méconnaissable. Et là, nous, notre objectif, c'est de valider notre ticket. Mais là, il faudrait qu'il y ait un sérieux au sein de cette équipe, surtout au sein de l'équipe fédérale. C'est ça. Voilà. Rapidement, puisqu'on va se projeter sur les perspectives. Il n'est pas d'accord avec nous, hein. Il est dans son droit. Et tout ce qu'il est en train d'avancer là, c'est ça la réalité. C'est comme ça devait fonctionner. On devait avoir une équipe compétitive. C'est vrai qu'on est en train de préparer des échéances futures. C'est pas avec l'effectif qu'on va aller quand même jouer. Mais tu es aussi d'accord avec moi qu'avec les forfaits qui se sont, comment dirais-je, succédés, de dernière minute, qu'on pouvait espérer un résultat mieux que le résultat qu'on a enregistré hier. Mais la colonne vertébrale de notre équipe nationale, depuis que Moriba a cessé de venir il y a cela 2 ans, c'est une colonne vertébrale composée de Mori Konaté, de Seydouba Sissé, de Ablaye Touré et tant d'autres. Sur la liste, on ne retrouvait pas Ablaye Touré parce qu'il est convalescent. Mais Morlaï est là, Seydouba Sissé est là, Mori est présent. Il a fallu que l'entraîneur réadapte son système en fonction de la réalité. Mohamed Souma, l'ancien de l'AS Kaloum qui joue en Belgique, finalement était rentré pour être associé à Mori Konaté. Oui, Sekouna aussi avancé quelque chose. Dire ceci. J'ai comme l'impression que Bangoura prend un peu de haut l'équipe du Togo. Il faut rappeler que le Togo a participé à une Coupe du Monde, la Guinée jusqu'à présent. En 2010. Donc ce n'est pas une petite équipe, attention. On l'a dit, hein, les deux équipes se cherchent. Il n'y a pas de contradiction. En fait, ce qu'il dit et ce que nous avons dit, il n'y a pas de contradiction. Le Togo, comme je le disais tantôt, c'est une équipe qui se cherche, comme la Guinée. Maintenant, pour nous, là où on peut s'inquiéter, parce qu'il y a des échéances futures. Et généralement, on dit l'habitude est une seconde nature. Sinon, sur les matchs amicaux, amenez-moi, je signe que moi, si je suis entraîneur, que mon équipe, par exemple, n'arrive pas à gagner tous ces matchs amicaux et que
Si l'entraîneur peut me qualifier à la CAN ou à la Coupe du Monde, je signe là-bas. Parce que pour t'aider, on a vu ici, avant d'arriver en Côte d'Ivoire, on a aligné une victoire contre le Nigeria. D'entrée 2-0, on a perdu. C'est le Girassi blessé. On est arrivé à la Coupe du Monde bancale. Voilà. Et à la Coupe d'Afrique, peut-être, oui, on viendra à la Coupe du Monde un jour. On est arrivé à la CAN bancale. Donc c'est juste un peu ça. C'est pourquoi on le dit. En fait, ça aurait été un match des éliminatoires, peut-être que tu allais voir une autre réaction. Donc là, c'est en ce moment, parce que parfois, dans ce que nous faisons, il y a des moments où on doit être indulgent avec un entraîneur, comme Mami l'a dit. Vous avez des joueurs qui étaient prévus, qui devaient être là, les Moriba, qui sont aujourd'hui en compétition. Mais à la dernière minute, de cas de blessure. À la dernière minute, à 2 jours. Non, justement, ça, on est déjà habitué à ça. Mais pour un entraîneur, Moriba, avec la forme qu'il a, avec le temps de jeu qu'il a, avec son club en Espagne, lui, quand il venait, tout le monde pouvait signer comme quoi il allait être titulaire. Alors, pour un entraîneur, tout au long d'une semaine, il travaille dans ce schéma-là. Après, à 2 jours d'un match, on dit non, le joueur ne vient pas. Donc, ça remet tout à zéro. Ils sont 11 sur le terrain, mais chaque joueur représente quelque chose dans le maillot d'un entraîneur. Et là, quand il n'est pas là, ça devient compliqué. Donc, ce sont des situations qui plaident en faveur de Paulo Duarte. Aussi, on l'a dit, la Guinée ne s'est pas qualifiée pour la CAN. Et parce qu'il parle de Togo, il pense que Togo, c'est une petite équipe. Non, mais on était dans quel groupe au niveau des éliminatoires? Au niveau des éliminatoires de la CAN. On ne s'est pas qualifié avec la Tanzanie haute, à la Coupe du Monde. On était avec l'Algérie. L'Algérie a marché sur toutes les équipes. Mais en double confrontation, la Guinée a eu 4 points sur 6 possibles contre l'Algérie. Mais on est parti où? Donc là, c'est un peu des situations comme ça. C'est des choses à relativiser. Alors, Mami, ce mardi, c'est à Casablanca et contre les guépards. Ils ne sont plus appelés écureuils, c'est des guépards. Les guépards contre des pachydermes, c'est-à-dire le Sili, c'est l'éléphant. Et qu'est-ce qu'il faut pour en tout cas s'en sortir dans ce match aussi, qu'il ne faut pas minimiser? Certes, nous sommes en match amical, mais après, le résultat compte. Effectivement, mais moi je me dis que Paulo Duarte a eu déjà une idée sur l'effectif qu'il a à travers le match qu'il a disputé contre le Togo. Il sait déjà ce qu'il faut remanier pour lui permettre en tout cas d'arracher la victoire. C'est vrai qu'on le rappelait tout à l'heure, il maintient en tout cas son invincibilité depuis sa venue à la tête de cette sélection du Sili. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est 7 matchs et puis 4 nuls, 3 victoires. Et il doit en tout cas continuer celui-là. En tout cas, ça va forcément passer par une victoire, pourquoi pas, pour redonner le moral à cette sélection du Sili. C'est vrai, on le rappelait tout à l'heure qu'on est en train de préparer les futures échéances. Mais tout ce qu'on a vu lors de ce match-là contre le Togo n'a pas rassuré, mais sauf que quelque part, il y a quand même des satisfactions. Parce que il y a des points positifs. Effectivement, vous encaissez jusqu'à la 84e minute, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il y a eu un sursaut d'orgueil. D'orgueil de revenir au score et puis de quitter avec ce score de parité. Moi, je me dis qu'il a quand même pris l'idée, il sait quand même des compartiments surtout qu'il faut remanier, surtout la charnière défensive. On a aujourd'hui le gros problème du Sili. Ça reste en tout cas. C'est l'éternel chantier. Effectivement, cette défense qui ne rassure pas. On a testé plusieurs paires qui ne donnent pas. Peut-être qu'il a encore une idée pour le permettre en tout cas de remanier. Et puis le milieu du terrain, Bangoura le rappelait tout à l'heure, pour que les attaquants puissent fonctionner, il faudrait quand même que le milieu soit le ballon au niveau du milieu. Et qu'on arrive à alimenter effectivement l'attaque. On a en tout cas un attaquant de haut niveau qui est Serhou Guirassy, qui est au sein de cette formation du Sili. C'est une fierté et qu'il soit là et qu'il soit incapable en tout cas de donner à la victoire à sa sélection. Vous voyez un peu ce que ça fait, c'est que quelque part il y a quelque chose qui ne croche pas. On va voir la suite face au Bénin. Et moi je suis quand même rassuré franchement. Peut-être qu'il va apporter quelque chose dans ce match. En t'entendant parler, tu es optimiste. Oui, je suis optimiste. Certainement, ce sera le contraire pour Mohamed Bangoura. Et là, les adversaires se suivent, mais ne se ressemblent guère. C'est un 8e de finaliste désormais, les Guépards, le Bénin. Voilà, qui est désormais l'adversaire du Sili ce mardi.
Je ne vais pas me démarquer cette fois-ci parce que peut-être j'ai été un peu incompris. Des points de convergence. Oui, mais quand vous prenez un peu... Pourquoi je me suis beaucoup accentué sur l'analyse concernant le Togo? Parce que c'est une équipe qui est en reconstruction. Comparativement à la Guinée. La Guinée aussi qui a une... Maintenant, le Togo, on oublie le Togo. Le Togo, on oublie le Togo. Le Bénin maintenant, ce mardi. Vous l'avez dit, c'est une équipe qui a été huitième de finaliste lors de la dernière édition. La Guinée n'était pas au rendez-vous. Et Paulo Duarte, il intervient en tant qu'un homme averti. Parce que quand vous prenez la précédente rencontre, il y a eu forcément des satisfactions au niveau de l'attaque parce que c'est l'une des rares fois qu'on soit réactif à temps aussi minimal que ça soit, parce que revenir au score à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. En 2 minutes, on a remonté les deux buts. Mais aussi, il y a des inquiétudes au niveau de la rigueur et la maîtrise, surtout la charnière centrale que vous avez tout à l'heure rappelé, qui est l'éternel chantier de notre équipe nationale. Et à partir du moment où il a fait un premier test, il sait ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Il saura réellement corriger ses imperfections parce que nous voulons faire une très bonne figuration. Certes, c'est des matchs de test, mais n'oubliez pas, les points comptent beaucoup parce que ça nous permet de se réconcilier avec la base. Vous avez vu la sortie de l'entraîneur en conférence de presse après match où il s'est permis de dire que la vocation de tout le staff technique, de toute l'équipe, c'est de jouer à domicile. Même si vous ne jouez pas à domicile. Parce que moi, je rappelle aux uns et aux autres, en 2000, la CAN 2023 qui s'est jouée en 2024, on n'avait pas joué nos éliminateurs ici à Conakry. Mais ça ne nous a pas empêché de se qualifier. Donc, mais quand le contenu est là, l'élément est tant recherché, on retrouve avec l'équipe nationale, la satisfaction sera totale. Et c'est à l'entraîneur de prouver, parce que jusque-là, les résultats plaident à sa faveur. Et face au Bénin, comme vous l'avez rappelé, ce ne sont pas les mêmes adversaires qu'au Togo, mais la réalité du terrain va beaucoup primer. Et c'est lui qui doit beaucoup s'investir à travers ses poulains, parce que le peu que nous avons sous la main, ce peu-là peut faire quand même notre affaire à travers la prestation dans tous les compartiments. Mais au niveau de la défense, il y a du boulot à faire. Du boulot à faire. Sekouna, certainement, il va reconduire l'équipe qui a joué en deuxième période, puisque c'est une équipe à réaction. Oui, justement, aussi, surtout son 11 de départ, il va avoir une idée d'ensemble sur son 11, parce qu'un match amical, généralement, vous jouez avec presque 2 équipes. Et là, l'entraîneur, il prendra les joueurs qui sont bons, ça, j'en suis certain. C'est vrai que c'est un match amical, mais là, c'est contre le Bénin. Et vous l'avez dit, de l'écureuil, on vient au guépard. Et vous savez, le guépard, c'est l'un des animaux les plus rapides. Les noms sont évocateurs. Ouais, le nom là, ça veut tout dire. Et comme par hasard, ce nom est en train de donner un second souffle à cette équipe. Évidemment. Qui a raté sa qualification à la Coupe du Monde d'un cheveu. Rappelez-vous que le Bénin a eu le même nombre de points que le Nigeria, 17, alors que dans leur groupe, c'est l'Afrique du Sud qui s'est finalement qualifiée avec 18 points. Et donc, au niveau de la qualification de la CAN, c'était aussi quoi, avec le Nigeria, le Bénin s'est qualifié. Donc, cette fois, ce n'est pas une équipe qui est en reconstruction comme la Guinée. C'est vrai, souvent, nous, on a tendance à minimiser les équipes. Le joueur guinéen, d'une manière générale, et il faut dire que le Guinéen, d'une manière générale, joue sur le nom de l'équipe. Quand on dit sur le Bénin, c'est gagné. On gagne les matchs avant de les jouer. Sinon, quoique, l'équipe que nous avons, vous savez, une équipe nationale, et si cette équipe est bien motivée, si on est dans un bon état d'esprit, comme vous l'avez dit, les 5 dernières minutes de ce match, je pense, contre le Togo, c'est ça, c'est ce qu'il faut prendre. Il faut rester sur cette énergie positive et faire une équipe qui va être dans ce même état d'esprit. Parce que là, en réaction, certes, mais en 5 minutes, ce n'est pas donné. Ce n'est vraiment pas donné. Personne ne veut perdre un match, même si c'est un match amical. Ça, personne. Personne. Donc là, je pense que mon ami doit être rassuré. Je suis rassuré déjà. Et il y a déjà des points de convergence. D'accord. Personne ne veut perdre un match. Maintenant, comme vous l'avez dit, je pense que pour cette fois-ci, on verra plus ou moins le 11 de Paulo Duarte, parce qu'il ne peut compter pour le moment que sur cette équipe-là pour faire une projection
ou bien pour anticiper les échéances futures. Peut-être qu'après, les Mokhtar Diakabi viendront, on ne sait pas, ou encore les joueurs qui manquent à l'appel, les Abdoulaye Touré et consorts, revenus, les Moriba, les Diawara, les Nabi Keita, etc. Bayo, tout aussi dépendra. Bon, c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec lui. Ceux qui veulent jouer, il n'a qu'à aller avec ceci. On n'a pas de cola pour aller chercher un joueur qui ne veut pas venir en équipe nationale. Voilà. Là, le Kontigi a dit, on n'a pas de cola. On n'a pas de cola pour ça. Quelqu'un, le Dorloté ou encore quoi. Voilà. Voilà, c'est sur ce mot de cola qu'on va on joue en tout cas pour la nation là. Pour cette échéance-là, pour ce match qui vient. D'ailleurs, c'est ce mardi même contre les Guépards du Bénin, le Bénin de Steve Mounier, l'attaquant virevoltant en tout cas de cette sélection béninoise. Alors, on va marquer aussi une petite transition, avant de parler de l'arbitrage guinéen, cette fois-ci la formation sur les techniques de la VAR. On va interroger tout à l'heure le vice-président de la commission des arbitres, Ibrahima Sourisso. Retour en plateau pour parler du troisième et dernier sujet de cette émission Sport Dimanche sur la télévision nationale. À présent, on parle de l'arbitrage guinéen avec l'initiative de la Fédération guinéenne de football grâce à l'appui de la CAF, cette fédé qui renforce les capacités techniques des arbitres de l'élite du football guinéen avec la formation sur les techniques de la VAR. On a au bout de la ligne Ibrahima Sourisso, il est le vice-président de la commission des arbitres. Monsieur Sow, bonsoir et bienvenue sur la RTG. Oui, bonsoir Monsieur Diallo. Bonsoir aux milliers d'auditeurs et de téléspectateurs de la RTG. Voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre formation sur la VAR qui vient de s'achever il y a quelques jours? Merci beaucoup pour l'opportunité. Comme vous le savez, la Guinée a soumissionné auprès de la CAF pour un stage de la VAR. Ouais. Et vous n'êtes pas sans savoir que chaque fois qu'il y a un regroupement, le monde s'étonne qu'on n'a pas d'arbitre sélectionné dans les différentes compétitions de la CAF. Et le problème était lié à la certification de nos arbitres internationaux. Donc, le comité exécutif de la Fédération guinéenne de football a pris ce problème à bras le corps et a soumissionné pour la certification des arbitres internationaux guinéens à la technologie VAR. C'est ce projet qui a vu jour à Conakry et qui s'est passé en deux séances. La séance théorique qui a démarré le 13 février et qui a pris fin le 17 février. Et ensuite, nous avons assisté à la séance pratique qui a eu lieu du 9 au 13 mars 2026. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les différents arbitres FIFA, nous en avons 15 au total. 2 étaient absents pour des raisons de service et d'indisponibilité. Et parmi les 15 arbitres FIFA, nous avions 6 arbitres centraux et ce cours leur a été dédié et ils étaient les principaux concernés. Donc on a reçu la présence de 2 instructeurs de la CAF, instructeurs VAR de la CAF, il s'agit de M. Ghezal qui nous vient du Maroc et de M. Midi qui nous vient de l'Algérie, qui ont dirigé le cours, accompagné sous la supervision du moins du chef de département par intérim de la Confédération africaine de football au niveau de l'arbitrage. Il s'agit du Malien, M. Mohamed Aïdara. Alors, ce cours, on peut dire qu'on est satisfait dans la mesure où on a reçu le rapport des instructeurs qui, dans leur écrit, nous ont fait savoir qu'on a eu au moins quelques arbitres qui se sont bien comportés pendant les 2 cours, le cours théorique et le cours pratique. Alors, c'est ce que je peux apporter comme élément concernant ce stage à la technologie VAR dédié aux arbitres guinéens.
Oui, Mamie. Monsieur Sow, bonsoir. Bonsoir, madame. Vu la complexité de ce métier-là, est-ce que les 5 jours que vous avez prévus suffisent pour permettre à ces arbitres-là de bien assimiler les cours, ou bien vous avez encore d'autres formations en vue? Merci beaucoup pour la question. Comme vous le savez, une affaire de technologie, c'est pas juste 5 jours, 7 jours. C'est une question d'habitude. Le problème ne se pose pas au niveau de la compréhension des concepts. C'était un cours qui était destiné aux différents protocoles VAR. Et ceci, dans le rapport que les différents instructeurs ont émis après le stage, ils ont demandé à ce que ce stage soit démultiplié pour permettre aux arbitres de ne pas oublier ce qu'ils ont pu apprendre. Et vous le savez plus que tout le monde que nous avons un championnat qui n'applique pas ou bien qui n'est pas doté de la technologie VAR. Il nous serait difficile aujourd'hui, après le cours, que si on reste les bras croisés, on risque que les arbitres perdent le fil, qu'ils perdent tout ce qu'ils ont appris. D'où la nécessité de multiplier ces stages. Et nous avons déjà deux stages qui sont en vue au niveau de la zone Wafou A. Le premier devait commencer depuis après la fête, qui a été finalement reporté. Et nous attendons le nouveau programme de Wafou où nous devons envoyer 3 arbitres pour représenter le pays. Ce que nous avons déjà un avantage. Les arbitres ont déjà fait 10 jours. Il nous fallait au moins 15 jours minimum pour que vraiment on puisse avoir la maîtrise, ne serait-ce que pour le protocole. Mais il va sans savoir que pour toute technologie, il faut un usage quotidien pour pouvoir avoir la maîtrise. Donc pour en fait répondre à votre question, oui, il nous faut des formations supplémentaires. Il nous faut un usage quotidien de la VAR pour que nous puissions vraiment, que les arbitres puissent maîtriser cet outil technologique qui vient aider l'arbitrage pendant les matchs. Oui, Sekouna a une question pour vous. Monsieur Sow, quels sont les critères de choix que vous avez effectués pour les arbitres qui ont participé à cette formation? Si je comprends bien, vous avez parlé des critères. Des critères de choix, oui. Parce que tout le monde n'a pas bénéficié. Oui. Le critère de sélection, la priorité, ce sont les arbitres internationaux guinéens. Parce que les arbitres fédéraux qui ont accompagné les ligues et les fédéraux étaient juste venus pour accompagner, ils étaient là comme observateurs. Alors la priorité, ce sont les arbitres. Parce que si nous n'avons pas des arbitres qui sont sélectionnés dans les différentes compétitions de la CAF, c'est parce que nos arbitres internationaux ne sont pas certifiés arbitres VAR ou arbitres assistants VAR. Donc, les critères de sélection, il n'y a pas de critères. Ce sont les arbitres internationaux qui sont prioritaires afin de les permettre d'avoir cette certification qui pourra les permettre d'être désignés prochainement dans des compétitions de la CAF et de la FIFA, s'il le faut. Voilà, Bangoura aussi a une inquiétude à faire valoir. Monsieur Sow, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bangoura. À vous entendre parler tout à l'heure, la priorité est donnée à la certification des arbitres internationaux. Mais après avoir soutenu de cette session de formation qui s'est tenue en 2 volets, est-ce que dans un bref délai, on peut se retrouver à une expérimentation dans le championnat guinéen où souvent il y a beaucoup de tollés? C'est le rêve de tous les acteurs du football. Malheureusement, ce projet, ou bien ce projet, nous ne pouvons pas le réaliser. Nous sommes des prestataires de services. Vous savez, le cours VAR, il faut avoir le matériel VAR. Seul le ministère ou bien la fédération peuvent se taper la poitrine d'avoir le matériel. Et pour aller tout droit au but, il ne nous appartient pas de dire qu'on peut le faire. Nous savons que s'il y a le matériel, si le matériel est mis à la disposition des arbitres, ils peuvent s'en servir et c'est ça notre priorité, c'est la formation. Quant à ce qui concerne le matériel, il appartient maintenant soit au pays ou bien à travers le ministère des Sports pour nous permettre d'avoir ce matériel qui coûte, d'après les indiscrétions, $500 000.
Merci, c'est qui est bien fait. On ne peut pas se quitter sans pour autant vous poser une question concernant le championnat guinéen. Nous sommes pratiquement à 5 journées, s'il faut, de la fin de l'exercice et à des matchs à enjeu pour des clubs qui cherchent leur survie dans ce championnat. Qu'est-ce qui est fait à date au niveau de la commission des arbitres pour nous amener des arbitres vraiment qualifiés? Quand je dis qualifiés, c'est-à-dire qui ont le vécu, qui ont l'expérience et qui ont vraiment la capacité nécessaire de diriger certains matchs. Attention. Ok, merci beaucoup, monsieur Diallo. Je dirais pas certains matchs. Moi, je dirais que nous, au niveau de la commission, on considère tous les matchs comme étant des matchs à problème ou bien des matchs à enjeu. Aujourd'hui, quand vous regardez le classement du championnat, on ne pourra pas dire qu'un club, à part ceux qui sont en tête, qui ont d'autres objectifs, peut-être c'est le titre ou la campagne africaine. Et lorsque vous voyez au niveau de la queue, je ne vous apprends rien, c'est le maintien qui se joue. Alors, toutes les rencontres sont vraiment des rencontres à enjeu. Et c'est ce qui fait qu'on a misé le championnat. On l'a démarré depuis le mois d'octobre-novembre. Je suis là dans le cadre même de la supervision de ces arbitres qui sont des êtres humains. Nous faisons le maximum pour mettre les meilleurs pour le moment sur les matchs et en leur toujours rappelant les enjeux liés à ces matchs. Alors, on n'a pas lésiné sur les moyens, on a mis les arbitres que nous estimons être vraiment à la hauteur sur les matchs. Malheureusement, il y a eu des problèmes, on ne peut pas les prévenir en tant que tels. Ce sont des êtres humains qui viennent sur les matchs, mais sachez que la commission s'est battue pour que ce soit les meilleurs qui soient désignés sur les matchs. Sans aucune pression. Sans aucune pression. Je ne pense pas qu'il y ait de pression. En tout cas, on n'a pas de pression au niveau de la commission, mais le comité nous a donné les mains libres pour pouvoir désigner et surtout rappeler aux arbitres que ce soit les meilleures équipes qui puissent gagner sur le terrain. Ok. Monsieur So, on ne peut que vous dire merci pour toutes ces précisions et explications pour nos téléspectateurs. Merci à vous. Et on rappelle qu'on devrait vous avoir ici en plateau, mais vous êtes jusqu'à Cancan, à plus de 600 km de la capitale. Oui, toujours dans l'esprit, ou bien on est là pour que tout se passe bien. On sera à vous dès que les matchs vont finir à Cancan la semaine prochaine. Bon séjour dans la savane guinéenne. Merci et réservez-nous de bonnes choses dans la capitale. Et vous nous ramenez de Liam, hein? Ne vous en faites pas. Ah, voilà. Merci en tout cas, M. So. Alors, mes salutations à madame et à M. Sekouna. Mamie, Sekouna, Bangoura, ils sont tous à l'écoute. Merci, bon séjour. Je vous en prie. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez sans doute compris, c'était là Ibrahima Souri So, il est le vice-président de la commission des arbitres au niveau de la Fédération guinéenne de football. On est édifié, Sekouna, Mami et Bangoura, parce qu'il y avait trop d'amalgame. On se disait aucun arbitre dans des compétitions à l'international. Sauf que c'est cette certification dont il fait allusion qui manquait à ces arbitres. Oui, cette certification, je pense que c'est très important. Vous savez, presque tout est en train de devenir ISO. Et quand c'est trop ISO, il y a toujours la certification. Et voilà, comme nos arbitres, parce que c'est la technologie là, finalement. Vous savez, il y a tellement de problèmes aujourd'hui dans l'arbitrage. Ça, ce n'est pas qu'en Guinée. Et c'est pourquoi parfois, quand je vois certaines personnes critiquer trop parce que c'est la Guinée, mais c'est un phénomène qui est mondial. Aujourd'hui, vous avez les arbitres qui sont là, qui sont des humains, même aidés par la technologie. Par exemple, la VAR n'a pas suffi pour arrêter des problèmes. Maintenant, je pense que là où nous sommes comme ça, M. So, on a bien compris son message. La balle est dans le camp de la Fédération guinéenne de football. Mais elle a pris l'initiative à travers le ministère. Non, moi, je parle d'abord de la Fédération guinéenne de football. Parce que cette formation, à ce que je cherche, les arbitres sont avec la Fédération guinéenne de football. C'est une très bonne initiative. Félicitations à la Fédération guinéenne de football. Et je voudrais que la Fédération guinéenne de football, si elle ne peut pas faire autre chose, ou bien tout ce qu'elle est en train de faire, mais que la Fédération guinéenne de football prend à bras le corps, c'est-à-dire que
oui, il y a la formation qui était là, mais à ce qu'on matérialise. Parce que vous le savez, quand vous apprenez quelque chose, si c'est pas pratiqué, vous allez désapprendre. Tout à fait. On est des humains. C'est comme un peu les mathématiques. Non, c'est comme ça. C'est la technique. C'est la technique. C'est la science en général. Oui, justement, on les a outillés en termes de formation, mais dans la pratique, il reste quelque chose. Donc la FEDI n'a qu'à faire. S'il faut aller dormir dans le bureau du ministre, Cellou Baldé. D'ailleurs, Cellou Baldé, bon, il parle moins maintenant, c'est bien, moi. Félicitations. Donc là, honnêtement, non, là, voilà un dossier que Cellou Baldé doit prendre à bras le corps. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, la Guinée est représentée au niveau des joueurs et parfois au niveau de certains cas, mais la représentativité au niveau des arbitres, parfois, on a même honte. Pourtant, la Ligue 1 se joue en Guinée. Il y a même les catégories inférieures. On n'a pas d'arbitre. Et on a compris, avec l'explication de M. Sow, qu'un arbitre, aujourd'hui, pour officier un match à l'international, en tout cas au niveau de la CAF, il faut que vous soyez certifié. La condition est là. Voilà, Bangoura, rapidement. Et la balle, comme on le dit, est dans le camp désormais de la Fédé. Et pourquoi pas de l'État à travers le ministère en charge des sports. Pour le matériel qui est très coûteux, hein, on parle de 500 000 $. 500 000 $, vous l'avez rappelé, nous sommes au monde du numérique, donc il faut s'adapter à la réalité de notre planète, parce que la Guinée n'est pas sur une autre planète, nous sommes aussi sur la planète Terre. Et nous avons tantôt dénoncé le manque accruard de nos arbitres dans les compétitions internationales. C'est que les gens ne savaient pas, mais la vraie cause a été révélée parce qu'ils n'étaient pas certifiés. Certes, c'est déjà un pas, ce n'est pas suffisant parce que vouloir s'outiller et ne pas pratiquer, c'est comme l'outil informatique. L'outil informatique, vous pouvez apprendre tous les théorie, mais la pratique, ça s'assure sur le terrain. Et déjà, la volonté, le coup d'envoi a été donné. La fédération doit laisser tout de côté parce que si nous prenons l'exemple sur les autres fédérations, il y a eu des matériels qui ont été acquis. Donc nous devons faire pareil à travers les sponsors, à travers les partenaires et tout ce qui s'ensuit. Parce que nous avons notre propre problème. C'est le championnat guinéen. Parce que l'objectif recherché, c'est pour non seulement améliorer la qualité des décisions, les erreurs, mais aussi hisser l'arbitrage guinéen au niveau des standards internationaux. Mais ça ne peut pas se réaliser au-delà de nos frontières sans d'abord l'expérimentation sur l'échiquier national. Donc le mieux pour nous, c'est de faire tout possible pour avoir les matériels avant d'aller monnayer notre talent au-delà de nos frontières. C'est une initiative qui est vraiment salutaire et surtout que le monde évolue avec les réalités. Chapeau pour tous ceux qui ont participé, même si c'est 5 centraux et les 10 là 6 centraux, hein, 6 centraux et les 9 là sont les internationaux sont au nombre de 15. Donc, comme pour vous dire que oui, la Guinée commence à se réveiller au niveau de sa commission des arbitres. En tout cas, voilà, c'est le souhait et que cela se matérialise sur le terrain. À rappeler que Mami, cette formation aussi, c'est une collaboration avec la Fédération royale marocaine de football qui a porté coup de main à celle de la Guinée. Effectivement, c'est pourquoi d'ailleurs il faut féliciter la Fédération guinéenne de football pour une fois. Parce que là, quand c'est bon, il faut le dire. Quand c'est bon, il faut le dire. Et je le rappelais tout à l'heure que le métier d'arbitrage est un métier vraiment complexe. Pour pouvoir exceller là-dedans, il faudrait chaque fois des mises à niveau. Et franchement, c'est pourquoi je lui ai posé la question, parce que là, les 5 jours, moi, je me disais que c'était insuffisant. Heureusement, il nous a rassuré quand même qu'il y a des formations également en vue pour permettre à ces entraîneurs-là d'être au même niveau que les autres arbitres. Autant pour moi. Bon dernier, autant pour moi, ces arbitres, effectivement, pour les permettre d'être au même niveau que les autres, parce que ça nous manquait. C'est ce qu'on a le rappelé tout à l'heure, c'était une honte. Que même avec les catégories inférieures des compétitions, que ce soit sur le plan africain ou international, on ne pouvait pas retrouver des arbitres guinéens. Et c'était vraiment une honte. Heureusement qu'ils ont pris le débat pour pouvoir outiller ces arbitres-là, qui seront maintenant au même niveau que les autres arbitres sur le continent, qui vont prochainement prendre part à ces différentes compétitions. Ça nous manquait. Et le gros problème, franchement, il faut le rappeler, dans le football, reste et demeure les décisions arbitrales. On le connaît, surtout.
que ça soit sur le plan local, surtout sur le plan local. Stade. Moi, franchement, je me dis que certains peut-être vont penser que ces activités toutefois sont corrompus. On les donne de l'argent. Sont téléguidés et puis sont corrompus. Mais moi, je me dis que le gros problème, c'était un problème de niveau. C'est ça la réalité. Parce que si c'était la corruption, même les clubs qui sont présidés par des nantis se sont plaints cette saison. Donc moi je me dis que ce n'est vraiment pas un problème de corruption, mais c'était un problème de niveau. Heureusement qu'on est en train de trouver la solution. Même si pour le moment, la VAR reste toujours une assistance, la dernière décision revient à la C'est l'humain. La VAR ne vient que pour un appoint. C'est pourquoi il doit être initié, c'est pourquoi il doit être formé. C'est qu'un appoint, parce qu'il y a ces décisions même de cette VAR qui posent problème de fond. Même dans les grands championnats, on voit, et surtout des matchs à l'international. Voilà. Mes chers, on est sur la ligne d'arrivée de Sport Dimanche. Grand aura été le plaisir pour moi de vous savoir ici avec toute cette expertise, des analyses à point. Merci, Mamie et Belamou. Franchement, on a eu des invités également de taille, le président de la Fédération guinéenne de handball et puis Monsieur So qui nous a édifié. Franchement, moi je ne le connais pas tellement, mais franchement, il nous a donné pratiquement tout ce qui est lié à cette formation sur la VAR. Et puis, ce fut vraiment un plaisir de partager également ce plateau avec mes confrères. C'est qu'on a régulièrement, on est ici. Bangoura, c'est la première fois qu'on se retrouve sur ce plateau. Sur ce plateau. Et qu'il y a de l'autre côté, le plateau New Look. C'est la première fois. Bangoura Mohamed d'Étoile TV, merci. Le régulier. Oui, merci Abdoulaye, merci à chers confrères. Tout le plaisir a été pour moi parce que nous avons une mission. Si les soldats sont au front, nous aussi, c'est notre façon de contribuer au développement de notre nation à travers le micro-sportif. Et je vais terminer par cette citation qui dit qu'on n'a que le bonheur pour qu'on peut comprendre ici. Donc, c'est pour vous dire que la Guinée regorge énormément de talent. Il suffit seulement de leur porter confiance. Chacun peut jouer sa partition. Chacun peut jouer sa partition, n'est-ce pas, le Kontigi? Merci en tout cas. Bien sûr, c'est un plaisir vraiment partagé. Et félicitations à vous aussi pour avoir bien dirigé ce débat. Ça, il faut le noter. On a eu aussi des intervenants comme M. So, Mamie le disait. C'est vrai, parce que parfois, généralement, malheur pour nous, Guinéens, parfois, donner l'or à celui qui sait mieux l'apprécier, celui qui le connaît mieux. Sinon, il a été arbitre il a été arbitre ici, mais après, depuis, il est aujourd'hui au niveau de la commission des arbitres. C'est l'adjoint de Bangali Konaté, qui est le président de la commission. Qu'on a vraiment des personnes... Le pouvoir à la jeunesse. Mais il faut simplement les mettre en valeur et surtout l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. En tout cas, merci en tout cas à tous ces invités-là. Ibrahima Soriso qu'on a eu au téléphone depuis Cancan et puis l'inspecteur général de police Mamadouba Paye Kamara qui était là avec nous au début de cette émission. Il est le président de la Fédération guinéenne de handball. Toutes nos prières accompagnent ces deux sélections, les cadettes et les juniors pour l'IHF intercontinental. C'est toute l'Afrique qui est représentée par ces deux sélections guinéennes. Bonne chance et surtout à notre collègue, la Benzamine du service des sports, Bintia Kondé, qui a réalisé cette émission qui va être avec ces deux sélections-là pour cette autre compétition à l'international. On n'oublie pas aussi Sarata Oularé, également ces valeureux cadreurs technicien rompu à la tâche autour de Yamoussa Kamara, le féru de la réalisation qui nous a accompagnés, également la conception signée le service des sports de l'ARTG dirigé par l'enfant de Fadougou, c'est dans Bokeh, Isiaga Silla. Merci, on se retrouve très prochainement pour d'autres infos sportives qu'il vous faut sur la chaîne mère. Au revoir.